bien. Alors, je suis Yves Melvin Kwadjo, votre apprenti réel, et aujourd'hui, on est dans un nouveau format qui s'appelle Create. Alors, c'est quoi Create? Create, c'est un podcast dédié aux créatifs. Donc, c'est un podcast dédié aux créatifs, par des créatifs, avec des créatifs et pour des créatifs. Donc, voilà, ça, c'est un podcast durant lequel vous allez découvrir plusieurs métiers, de l'audiovisuel, par exemple, de la publicité, de la créative, tout ce qui a trait à la créativité, tout ce qui tire sa source de la créativité, tout type de métier qui tire sa source de la créativité, on va en parler, on va décrypter chaque métier, on va connaître les forces, faiblesses et les différents impacts dans chacun des domaines, dans chacun des écosystèmes de ces différents métiers. On va commencer par la carte d'identité. Qui est Samuel Ouedraogo? Non, je suis déjà Samuel Ouedraogo. J'ai 29 ans et je suis principalement directeur de la photographie. Donc, je suis Samuel Ouedraogo, je suis directeur de la photographie. Ok, directeur de la photographie. C'est quoi le travail d'un directeur de la photographie? C'est celui qui est chargé de l'esthétique d'un programme télévisuel, pub, cinéma, là où intervient en fait de l'esthétique dans l'image animée, l'image qui bouge, là où intervient un directeur photo qui est chargé de l'esthétique. Ok. Donc, c'est quoi le parcours estudiantin pour devenir directeur de la photographie? C'est quoi ton parcours estudiantin à toi? Euh, Après le bac, déjà il y avait déjà la passion pour la photographie. Ok. J'ai fait de la photographie fixe pendant que j'étais au collège. Mais depuis le temps, je voulais vraiment devenir directeur photo. J'avais eu accès très vite à de la recherche pour savoir le type de métier que je voulais faire dans le cinéma, et c'est le métier de directeur photo qui m'a fasciné. Et donc, quand j'ai eu le bac, j'ai eu l'occasion d'entrer dans une école de cinéma euh, à Marrakech. Un peu le cursus, quand tu rentres dans une école de cinéma, en fonction des écoles, tu as un tronc commun où vous faites un peu de tout, de son, d'image, de réalisation. Ouais. Et après, il y a la spécialisation sur la licence qui prend 2 ans. Donc, tu as une première année de tronc commun et 2 années de spécialisation en licence. Et c'est comme ça que, automatiquement, hein, depuis le début, j'ai choisi de faire l'image. Donc, le département dans lequel on était écrit là, on dit image, ou bien chez les anglophones, il dit cinématographie. Donc, voilà, en français, tout simplement, on dit département image. Donc, en département image, on vous inculque un peu la base sur tous les métiers de l'image, de la fabrication d'une image. Donc, ça partirait d'assistant caméra à directeur photo, à cadreur, à étalonneur, ou encore électromachiniste. Et à la fin de tout ça, bon, c'est vrai que tu vas rendre un travail en tant que directeur photo, mais bon, tu as quand même une base pour pouvoir apporter 3 ou 4, ou encore 5 ou 6 métiers à partir de là. Donc, tu fais un master, c'est ça? Je fais une licence et je m'apprête pour le master, et puis au fini, je ne le fais plus. Ok, ok. Pourquoi tu ne le fais plus? Bon, déjà parce que je voulais faire un master anglophone, et déjà je voulais quitter la zone francophone. Et donc, écoute, mon but à la base, j'avais dit, si je voulais faire le métier, je voulais travailler dans une industrie assez forte. Donc au départ, bon, tu vois, tu guettes les États-Unis, mais peut-être les moyens ne suivent pas. Il faut dire que j'ai commencé mon premier cursus en étant boursier et soutenu par l'école à travers une fondation. Donc, c'est par là que j'arrive quand même à faire 3 années. Ensuite, je fais des stages et après, j'applique pour des masters. Ouais. Et je suis 3 masters, je suis sélectionné sur 2 masters, mais des masters qui ont vraiment des difficultés à avoir des bourses. Ok. Donc, je me suis plutôt orienté vers l'Angleterre quand je finissais. Et voilà, il n'y avait pas forcément les moyens
de pouvoir faire le master que je veux. Donc, tu te dis, bon, écoute, je vais travailler un peu, je vais économiser de l'argent pour faire un master. Et puis ensuite, tu commences à travailler. Et puis voilà, tu arrêtes jamais de travailler. Donc, écoute, le master, il est resté en projet. Et voilà, bon, il avait un peu débuté. Et j'ai été accepté par une école. Tout ça a fini, les démarches. Commencé et puis bon voilà ça a été mis en stand-by et puis bon voilà j'ai pas cessé de travailler depuis lors et bon il y a eu des changements de pays par la suite donc Ok. je suis resté. Et donc, tu commences à travailler. Je commence à travailler sur quel type de projet qui demande quel type de bagage. Bon quel type de projet, quel type de bagage, si on peut remonter un peu le temps, déjà en Côte d'Ivoire j'avais eu une certaine approche avec les courts-métrages avec deux réalisateurs qui m'ont un peu appris certaines bases. Et à l'école, par souci d'apprentissage, je voulais maximiser mon année scolaire. Donc, voulant maximiser mon année scolaire, je rencontre une boîte qui était installée au sous-sol de l'école, qui s'appelle RVZ. Donc, il y avait une succursale sur Marrakech. Et je vois le gérant, je lui dis que je faisais de la photo, et en plus, eux faisaient de la photo. Donc, mon directeur technique m'introduit à eux. Je commence à prendre du matériel, à faire de la photo. Et ensuite, à travailler comme assistant photo. Donc, je travaillais comme assistant photo pour me faire de l'argent. Et par là, automatiquement, je commence à connaître un nouveau marché que je ne savais pas qu'il existait. C'est-à-dire, Marrakech restait quand même un bon spot. Marrakech ou Casablanca ou certaines villes du Maroc. Tout à fait. Constituait un bon spot pour des marques étrangères et des magazines. Ok. Donc, automatiquement, je me retrouve à être assistant photo. Bon, sachant que des fois, sur un shoot photo, quand tu es un gros photographe comme ça, vous êtes au moins 4 ou 5 assistants. C'est pas, voilà, donc tu as quelqu'un qui s'occupe du digital, des flashs, d'emmener le matériel, tout ça et tout. Donc, je me retrouve à travailler un peu comme assistant photo, voilà, et voir des shoots que j'aurais jamais vus auparavant, donc à bosser pour des magazines tels que Vogue, Apple's Bazaar et tout. Et ça suit un peu, et puis de temps à autre, il y a des tournages, donc je peux les faire en tant qu'assistant. Photo, assistant électro, de la lumière, donc placer les lumières, tirer des câbles, aussi faire quelquefois du nettoyage. Donc c'était un peu les premiers jobs pour ne pas rester Statique. statique. Et voilà, tu es dans un pays, tu connais personne. Et bon, moi pour moi c'était le meilleur moyen d'apprendre. voilà, d'apprendre, de s'intégrer, aussi d'apprendre une autre langue parce que la plupart des projets qui venaient étaient anglophones. C'était un peu la chance de pouvoir faire autre chose et d'apprendre aussi, quoi. Donc je commence doucement comme ça. Ok. Et ensuite, bon, tu as des travaux de l'école, tu dois faire des courts-métrages, donc tu te construis comme ça au fur et à mesure. Ok. Le premier travail, donc, c'était assistant photo. Ouais, assistant photo. Donc, Donc il n'y a rien à voir avec le cinéma. Tout à fait, tout à fait. Donc, là, on va attaquer la transition. Donc, je pense que la transition se fait en Côte d'Ivoire ou déjà là-bas. Non, ça se fait déjà en Côte d'Ivoire. Parce que avant de partir, j'avais déjà fait 2 courts-métrages. Ok. Travaillé sur 2 courts-métrages et puis aussi fait pas mal de travaux en vidéo pour l'église. Donc, c'était vraiment ça, quoi. J'avais déjà commencé un peu la vidéo avec j'avais comme des mentors ici, là, qui m'avaient montré des bases qui étaient quand même avancées. Donc, Ok. il y avait toujours la vidéo, la photo, la vidéo, la photo, la Ok. vidéo, la photo fixe. Et je me disais que si tu maîtrises la photo fixe, c'est un bon tremplin en fait par rapport à l'éclairage, par rapport à la vision de pouvoir être directeur photo aussi, quoi. Tout à fait. Donc, on est au Maroc. On fait de l'apprenti, on est assistant photo. Donc, on revient en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui en fait te motive à revenir en Côte d'Ivoire? Bon, il y a eu une transition quand je finis de soutenir la licence et tout, je parle à mon chef de département qui était voilà, un des vice-présidents
de l'association des directeurs photo de France. Ok. Donc, on discute, il me dit qu'est-ce que tu veux faire et tout. Je dis, bon, vraiment, moi, je veux pouvoir voir d'autres choses et tout. Il me dit, bon, écoute, et je lui disais, je veux faire un stage chez Panavision, qui est quand même un des plus gros loueurs à l'international, quand même, parce qu'à la fin des films, tu vois, Panavision, Tout à fait. tout ça et tout. Donc, lui qui avait l'habitude de louer chez eux, donc il me permet de rencontrer le directeur rapidement et puis dire, ah non, mais j'ai un étudiant là, je veux faire un stage chez vous. Donc, je prends un stage en France, au Bervilliers, chez Panavision, à la caméra. Donc, je pars là-bas, quand même, ça ouvre quand même un gros champ De perspective. de perspective. Donc, de Panavision, quand je finis mon stage, je dis, bon, je vais pouvoir faire autre chose. Donc, lui, il me propose d'aller chez Panalux, qui est une autre boîte de Panavision, mais qui fait que de la lumière, Ok. qui loue que de la lumière. Et il se trouvait que là où, en fait, où c'était à la Courneuve, donc, je trouvais ça un peu trop loin. Et vraiment, moi, j'étais tellement passionné par le boulot, mais la distance, j'en prenais beaucoup. Donc, je me dis, bon, je vois un parcours, je dis, je vais repartir, en fait, chez RVZ. Euh, RVZ de la base qui est à Paris, où j'ai eu à effectuer des stages en cours Ok. d'année. Avant Panavision. Oui, où j'ai eu à effectuer des stages de deuxième année, Ok. de troisième année aussi. Donc, je dis, bon, je repars chez RVZ qui était devenu un peu comme la famille. Ok. Donc, Ok. donc, je repars, je veux vraiment repartir en location. Donc, RVZ K7 que je revienne. Et voilà, je reste là pendant, je crois, un bon bout de temps chez moi et tout. Et pendant ce temps, je regardais des annonces, donc je faisais pas mal de bénévolat, des courts-métrages, pour essayer de rencontrer du monde, tout ça et tout. Et je sais pas pourquoi, mais bizarrement, aujourd'hui, je pourrais pas dire que c'est un bon ou un mauvais choix, mais je voyais toujours ma place, étant en Côte d'Ivoire, quoi. Parce que je me suis dit, c'est en faisant sûrement des films ici que je vais arriver, Au stade où tu veux arriver. arriver quoi, je vais me détacher parce que vu que moi, mon parcours, c'est pas forcément la trajectoire dont j'ai voulu, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, je peux même pas dire si c'est un élan de patriotisme, rien à voir, mais à un moment, voilà, je sentais que voilà, fallait rentrer, fallait venir ici, donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que je rentre. Je rentre, je dis à ma mère, bon, je vais venir ici, je vais commencer à tourner. On va voir déjà appliquer ce que je sais et puis on va voir ce que ça a donné. C'est là qu'on a. Voilà. Sauf que tu pars, bon, tu reviens pas vraiment. Bon, quand tu viens en vacances, tu as l'impression que les choses Change. ont évolué, tout ça et tout. Mais bon, quand tu reviens, je reviens un peu dans le néant. Tu as l'impression que tu connais plus personne te connaît. C'est un peu difficile de bosser. Mais je peux dire, à ce moment-là, j'ai eu pas mal de chance de pouvoir faire des allers-retours. Ok. Donc, j'arrive avec certains projets étudiants ou quelques boîtes que j'avais accompagnées. Je commence à tourner un peu plus de l'institutionnel, mais quand même tourner au Niger, au Sénégal, Ah, déjà. un peu dans plusieurs pays. Et pour partir en France, pouvoir partir en France un peu comme je voulais, chercher d'autres opportunités. J'ai essayé aussi même de m'installer au Sénégal. Bon, ça n'a pas marché à la fin. Mais Comment c'est pas? c'est un job qui était une très belle opportunité. Et à la fin, l'offre ne me convenait plus. Donc, Je vois. voilà. Donc c'est comme ça que je viens. Bon, je passe un bout de temps au chômage. Après, je monte une série qui était produite par la RTI TV5. Donc, j'ai ma première série, je la fais. Et, C'est quoi le nom de la série? Blog. Ok. Blog avec Melview Studios. Donc, ouais, je fais ça. Et puis, je sais même pas, je peux même pas dire. Je travaille beaucoup dans la pub avec Classifilm, la boîte, en tant qu'assistant caméra et quelquefois directeur photo à la lumière. Mais je fais pas mal de pubs, pas mal d'institutionnels et tout, jusqu'à ce que
on fasse notre premier court-métrage, premier long-métrage plutôt, avec des amis d'école qui étaient revenus. Et puis après, je fais mon premier court-métrage aussi. Donc, je fais venir des amis d'un peu du Maroc, de Paris, on fait un peu des trucs. Et puis, on se dit, bon, écoute, moi, je vais travailler et puis tout mon argent, je vais mettre dans des films. Mais c'est pas aussi, c'est pas aussi simple que ça. Donc, au fur et à mesure, voilà, je passe projet après projet, mais toujours en essayant de coïncider vie commerciale ou bien vie commerciale. Tout à fait, je vois. Le travail que tu fais pour gagner de l'argent, pour vivre. Et le travail qui te Et passionne. puis le travail qui te passionne. Ouais. Sauf que à la fin, tu vois, tu fais moins Ce qui te passionne. moins ce qui te passionne. Ouais. Mais quand même, je pense que à la fin, par la grâce de Dieu, j'ai pu forger toute une personnalité ou bien. Ouais. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, quand je suis entré dans le monde de la vidéo et que j'ai commencé commencer à toucher la partie cinéma, le nom qui me revenait beaucoup, par exemple, c'était Samuel Ouedraogo. Voilà. Et ça c'est un truc que je comprends pas. Bizarrement, en fait. Parce que quand tu y regardes mes travaux et un peu tout ce que j'ai fait, le nom même va plus vite même que le travail. Ouais, et ça, c'est bizarre parce que, je veux dire, le premier directeur photo que moi j'ai rencontré ici, qui était installé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'était Abdoulaziz Diallo, que je salue, tu vois, qui quand même, sur les grosses séries que tu vas voir en Côte d'Ivoire, qui ont été signées par lui. Donc, ça part de Invisible, Cacao. Et vraiment, tu vois, il y avait que ce nom, en fait. Oui. Et après, bon, je retrouve mon nom, mais quand tu regardes même en termes de travaux, tu vois, c'est... Bon, totalement opposé. Bon, totalement opposé, je ne vais pas dire, mais c'est vraiment un grand frère. Et quand je dis un grand frère, c'est avec un gros écart même de travail à présenter, parce qu'il avait déjà accompli beaucoup de choses. Beaucoup de choses ici. Et ça, ce qui c'était intéressant pour moi, voilà, c'était déjà de le connaître. J'ai eu la chance de travailler avec lui, mais pas à son bon poste même en plus. Et j'ai retrouvé quelqu'un dont l'humilité quand même m'a choqué. Parce qu'on se retrouve à faire un long métrage. Et moi, mon premier court métrage ici, je ne connaissais pas d'assistant caméra. Okay. Donc j'appelle une amie de promo qui est en France. Donc je lui dis, écoute, j'ai un court métrage, tu viens, tout ça. Mais, ok, il n'y a pas de souci. Donc elle vient. Et je ne connaissais pas d'assistant caméra, je ne connaissais personne. Et donc on se retrouve sur le long, c'est un peu compliqué, c'est autoproduit, il n'y a pas forcément de financement. Okay. Et puis on a l'occasion de lui demander, est-ce que tu peux venir faire premier assistant pour moi? Et puis voilà quoi. Il dit oui, il n'y a pas de problème, je viens. Sans être payé? Non, bien sûr, payé. Pas payé, mais c'est quand même bizarre. Ouais. Tu vois, il a beaucoup d'années d'expérience. C'est quelqu'un qui a fait des longs métrages, qui a fait beaucoup de courts métrages, et même qui a fait de gros stages, même par rapport à moi, parce que lui, il a fait des stages sur terrain. Moi, j'étais toujours en société de matériel, j'étais très technique. Mais voilà, c'est un truc qui m'a choqué positivement. Je dis, bon, un gars comme ça, là, je pense que son parcours m'intéresse. Ouais. Et puis, aujourd'hui, c'est vraiment très bien d'être cité à côté de lui. Et puis ensuite, là, il y a d'autres personnes qui montent. Et voilà, c'est intéressant quand même. Donc, je disais, par exemple, le nom qui revenait toujours, c'était Samuel Ouedraogo. Et j'ai remarqué que, par exemple, dans le domaine de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, on marche beaucoup par recommandation. J'ai beaucoup remarqué ça, c'est-à-dire que ce soit besoin d'un vidéaste ou d'un photographe, on marche beaucoup par recommandation. Et par exemple, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je pense que c'est la meilleure des manières où tu penses que ça ferme certains à d'autres opportunités. Bon, j'y ai jamais pensé d'ailleurs, mais je pense que je vais pas dire c'est le système, mais bon, c'est comme ça. Okay. Je ne sais pas si je veux dire autre chose, mais
c'est comme ça. Moi, je me suis retrouvé sur des trucs par recommandation, sur plein de choses. Et puis, des fois, tu as ces coups de grâce là, comme ça. Moi, par exemple, j'ai des compagnies qui m'ont contacté de nulle part. Je crois qu'ils ont peut-être tapé sur Google directeur photo à Abidjan. Et puis, voilà, on te contacte, tu reçois un mail. Tu connais pas les gens, quoi. Et moi, j'ai eu plein de jobs comme ça, en fait, qui sont payés de l'étranger, tout ça et tout, en devise. On te dit, bon, voilà, on a besoin de réaliser tel truc, on a vu vos travaux, ou bien on te contacte sur Vimeo. Moi, j'ai eu pas mal de jobs étant ici, où, voilà, j'étais contacté par souvent des multinationales, ou bien des boîtes de prod américaines ou anglaises, bon, beaucoup plus anglophones. Et voilà, ça, ce sont des trucs, mais ça n'arrive pas. Je ne peux pas te dire que dans l'année, j'en ai 3, quoi. Donc, ça vient une fois, 2 fois, mais la plupart du temps, c'est par recommandation. Parce que, en vrai, même en étant technicien, c'est difficile même des fois d'aller te faire vendre, en fait. Parce que on a ce truc de technicien qui n'est pas forcément ce petit truc d'entrepreneur. Un entrepreneur en vidéo et puis un technicien vidéo, c'est carrément différent, en fait. Parce que lui, il est obligé de partir à la recherche de ses clients, tout ça et tout. Mais nous, généralement, on est assis chez nous à la maison et puis on t'appelle, on te dit aujourd'hui, viens bosser. Voilà. Mais c'est vraiment une histoire de comportement et de rendu. Comment tu te vends, comment tu te comportes et comment tu satisfais tes productions. Et puis on te rappelle. On ne te rappelle pas. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est pas quelque chose où je me suis dit, j'ai un avis, j'ai quelque chose à penser de ça. Je m'arrange quand même à être dans les bons, les bonnes grâces, pas les bonnes grâces, mais je m'arrange à avoir de la justesse tout à fait sur le travail. Et comme je dis, 2 choses, c'est vraiment le comportement et le rendu. Tu vois. Et des fois, c'est souvent pas le rendu, c'est plus le comportement. Donc, si quand tu parles de comportement, ça dit la gestion du client. La gestion du client, ton tempérament. C'est-à-dire, si tu es un gars, tu es colérique, tu viens, tu fais une bourde sur un tournage, bon, voilà. C'est-à-dire, automatiquement, tu t'auto-blacklist de certains trucs. Même souvent, moi, il arrivait dans le boulot où je me suis retrouvé à être blacklisté, mais sans le savoir, mais souvent même pour de mauvaises raisons, sur des incompréhensions. Tu vois? Et ça existe. Je dis, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a ce côté du travail là, et moi, j'hésite pas à en parler. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce que tu dis, à comment tu réagis. Et puis voilà, je pense que la meilleure des choses et le meilleur comportement professionnel, c'est de vraiment bien faire son travail et de laisser toutes les situations externes pouvoir se passer, quoi. Et ça, c'est recommandé. Tu lis des articles partout. Et ça, généralement, sur ceux qui lisent des blogs anglophones et tout, vont beaucoup te parler d'attitude, quoi. Ça compte beaucoup plus que... Donc, l'attitude et deuxièmement, le rendu. Ton rendement, en fait. Tout à fait, je vois. Si tu rends un travail de qualité, c'est sûr que... voilà. Pour moi, ça a été comme ça. C'est-à-dire, à aucun moment... j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, voilà, tu te lèves un matin comme ça. Ah non, mais Samuel, il y a telle personne qui dit, je veux bosser avec toi. Et puis voilà, tu es parti comme ça. Et puis en fonction de ça, tu as de bonnes expériences ou pas. Tout à fait. Moi, par exemple, il y a un troisième truc que je veux rajouter, en plus donc on a dit le comportement et le rendu. Moi, par exemple, il y a un troisième facteur que je n'ai pas dit ces dernières années, mais ces derniers jours, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a un facteur qui joue beaucoup. Par exemple, le temps de rendement. Ça, encore, comme je te dis, ça vient encore des entrepreneurs en audiovisuel. Nous, les techniciens, c'est un peu différent. Et des fois, c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des projets où on dit, bon, écoute Samuel, nous, on n'a pas forcément tout le budget, tout ça et tout. Et puis bon, des fois, tu as des besoins, tu es obligé d'accepter un boulot. Donc ça, maintenant, ça te revient en tant que professionnel de voir comment tu organises ton travail. Et moi, souvent, pour pallier à ce genre de choses, même si je ne vais pas toucher beaucoup, j'essaie d'organiser le maximum de mon travail en équipe. Ok. Voilà. Donc, chacun fait un petit truc
il est payé pour ça et moi, je n'ai pas à m'occuper du temps. Donc, les dates sont calées, tout est pratiquement calé. Le plus difficile, c'est quand tu fais tout toi-même et que tes projets augmentent. Oui. Parce que plus, voilà, tu auras des recommandations au fur et à mesure et tu auras beaucoup de sollicitations. Comment tu réponds à ces sollicitations-là? Il y a par exemple ce problème-là avec les gens, par exemple, qui ont fait une école de production, une école d'audiovisuel, et des gens qui n'ont pas fait d'école de production d'audiovisuel, qui sont entrés dans le métier comme ça. C'est-à-dire, bon, pas comme ça, mais par passion. Donc, ils ont commencé à toucher un peu à tout, appris sur le tas. Donc, généralement, quand ces deux types de personnes se rencontrent, il y a souvent une sorte d'orgueil. Donc, les personnes, par exemple, qui ont fait une école de cinéma ou de production, un degré de supériorité que, par exemple, ceux qui ont appris sur le tas n'ont pas et tout. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Bon, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Il y a toujours des comparaisons, même entre écoles et même entre pays. C'est sûr que celui qui fait une école de cinéma aux États-Unis, Tout à fait, tout à fait. va venir se sentir supérieur par rapport à d'autres personnes qui ont fait sûrement l'école à Abidjan et tout. Mais le vrai problème, en fait, se situe au niveau des niveaux. Et moi, je prends dans mon cas, c'est-à-dire dans une promo, tout le monde n'est pas aujourd'hui au même niveau. Voilà. On a eu tous la même formation, mais ça dépend de ce que tu fais de ta formation. Donc, est-ce que déjà tu la mets en pratique et comment tu apprends? Donc, et puis, qu'est-ce que tu fais des intervenants que tu as au quotidien? Et je donne comme exemple, moi, par exemple, pour certains intervenants, je n'hésitais pas en fait, à les approcher à côté, vraiment pour poser des questions qui sont soit d'ordre technique ou même professionnel, en fait. Donc, quel choix à faire? Comment je conduis ma carrière? Est-ce que je dois retourner chez moi ou pas? Voilà comment je me vois. Et au fur et à mesure, et par exemple, moi, j'ai un chef de département qui répond facilement aux mails, quoi. Donc, tu lui envoies des questions et voilà, il te répond. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton auto-formation? Et c'est ça, on va se situer la différence parce que en vrai, l'école est censée te réduire des années de terrain. C'est censé te réduire des années de terrain. Mais ça dépend encore de ce que tu fais à l'école. Moi, je dis, bon, prenons un exemple simple. Vous êtes tous dans une même classe. Il y a le gars qui fait l'école buissonnière, mais qui arrive toujours à passer en classe supérieure avec ses 10 de moyenne. Est-ce qu'il est comparable, dans la même école, est-ce qu'il est comparable au premier de classe? Non. Et pourtant, les deux n'auront pas la même chance de bosser à la fin. Tout à fait. Un risque d'avoir un meilleur travail et l'autre non. Malgré qu'ils aient eu un peu... Qu'ils aient été dans la même école. Qu'ils aient été dans la même école. Donc là encore, c'est sûr qu'il y a des différences de formation. Donc, disons, moi, on va prendre le cas français. L'ULumière, l'ENS Lumière qui fait des grosses formations techniques. Mais c'est sûr, quand tu sors de Lumière, à travers son réseau, tu chômes pas, quoi. Tout à fait, je vois. Tu chômes pas. Mais quand tu sors dans certaines écoles, de certaines écoles, tu vas chômer. Parce que tu es allé dans cette école. Souvent, tout le monde se bat pour aller dans des écoles d'excellence. Parce que tu as un réseau. Qu'est-ce que tu fais de ton réseau? Qu'est-ce que tu fais de tes apprentissages? Et comment tu apprends? Et comment toi-même tu apprends au quotidien avec tes expériences? Si tu prends tes expériences comme ça, que tu les lâches et que ça ne t'apprend rien, comme moi, il est arrivé que voilà, j'ai des stagiaires, des trucs comme ça, avec des gens qui me disent « Ah non, mais moi je veux apprendre, non, je veux venir apprendre avec toi. » Ok, d'accord, mais bon, t'as dit, quand je vois que au niveau de c'est plus facile quand quelqu'un a une sorte de base d'avancer. Mais quand il n'y a pas de base, quand on se retrouve sur le terrain, là, ça n'accélère pas ton apprentissage. Hein. Pour moi, c'est pas sur le terrain que tu apprends en fait, en vrai même. Si tu n'as pas un certain niveau, le terrain ne va rien t'apprendre. Parce que ça va être mécanique pour toi. On va venir, bon, soulève ça, prends tel pied, dépose ça ici à gauche chez toi. Mais à la fin, là, ça te prend plus d'années d'évoluer que l'apprentissage de ton temps libre. Donc,
tout le monde va commencer à se frustrer. Ah non, mais telle école, mais oui, ils ont tel job, tout ça et tout. Mais est-ce que c'est mérité ou pas? Telle la question. Et puis, qu'est-ce que tu fais aussi de tes contacts? Ouais. Du coup, le réseau est important dans ce domaine d'activité. Le réseau est important. C'est, tu choisis une formation, c'est-à-dire tu as choisi un réseau. Et même si tu n'as pas choisi une formation, tu peux toujours aussi choisir un réseau. Voilà. Ouais. Voilà, tu fais partie de quelqu'un. Les perdants ou les gagnants. Ouais, je vois. Voilà. Et ça, c'est pas, ah non, mais j'ai une formation. Bon, tu as fait quoi de ta formation? Ouais. Tu n'as jamais rien produit. C'est. Celui qui a produit, il n'a pas fait de formation, rien. Mais il a produit. Toi, tu as produit quoi? Tu n'as pas de cours, tu n'as pas de long, tu n'as pas d'émission, tu n'as rien. Et puis maintenant, tu vas te plaindre de ceux qui font des émissions. Parce qu'à un moment, si tu fais un programme qui plaît à tout le monde, mais c'est toi qu'on va venir chercher. Est-ce que tu auras besoin de partir Comment ça se fait? Quand on a parlé tout à l'heure de recommandations, qu'est-ce qui s'est passé? Tu finis de faire un job et puis on t'appelle. Ah non, mais il y a telle personne qui a dit que. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qu'on dit de toi? Et puis qu'est-ce qu'on va dire de toi? Parce qu'on a déjà vu ce que tu as déjà fait. Si tu as déjà fait quelque chose. Voilà. Je vois. Ok. Donc, tu commences à travailler sur de grandes productions. Donc, jusqu'à présent, par exemple, cite-moi 3 grandes productions sur lesquelles tu as travaillé. 3 grandes productions. Oui, je faisais souvent quand je te dis, je fais des petites choses. Bon. Je fais des petites grandes choses. Bon, je vais pas dire. Bon, ok. Donc, en fait, ce sont des petites choses, des petites grandes choses pour toi, par exemple, tu vois. Mais par exemple, pour nous, par exemple, nous qui te considérons comme un dévancier, tu vois, nous pour qui tu es un dévancier, par exemple, ces choses-là sont grandes pour nous. Donc, bon, est-ce que c'est... Bon, c'est pas encore sorti. Hein. Ok. Je dis, bon, récemment, j'ai eu l'occasion de faire ma première création originale, 52 minutes, Ok. où j'ai co-signé la photographie avec un autre directeur photo libanais. Ok. Et donc, bon, de ses retours, on va dire que c'est super bien passé. Donc, et de retour de l'équipe artistique m'a dit que c'était bien. Donc, je considère que c'était bien. Donc, voilà, il y a ce projet-là qui va sortir pour Canal bientôt. Ok. J'ai eu aussi la chance qu'on m'ait confié la création Canal Pop, le futur est à nous. Ok. Dont j'ai été en charge toute une première saison et donc je suis la deuxième saison. Ok. Et voilà, donc déjà ça, et puis le long métrage Résolution qu'on a eu à faire aussi. Voilà, bon, ça c'était d'autres motivations parce que c'était beaucoup plus comment on va dire ça, beaucoup plus de sang, beaucoup plus de haine, tout ça et tout. Où voilà, tu viens, tu donnes tout parce que y a pas, voilà, c'est pas le gain là. C'est pas le gain qui est le plus important. Le gain qui est le plus important. C'est plutôt l'expérience. Et voilà, et plutôt l'expérience. Et je privilégie beaucoup l'expérience. Donc quand on me dit, ah, tu vas faire tel projet et que c'est un gros projet, je vais toujours privilégier l'expérience que voilà, le gain quoi. Donc, si on me dit, ouais, tu vas faire tel gros projet devant moi, automatiquement, j'aurais tendance à sauter dessus et puis faire quoi. Quelle a été tes 3 plus grandes difficultés? Dans mon parcours, je sais pas, moi, les difficultés tout le temps. Non, si c'est pas. Les difficultés tout le temps. Tes 3 plus grandes difficultés, par exemple, bon, je vais pas dire sur c'est faux. Bon, ok, donc disons sur le futur est à nous. Non, je pense pas que j'étais quand même à l'aise par exemple, niveau matériel, niveau technique pour commencer, voilà, c'est mon autocritique même qui est grave. Ok. Ouais. Okay. Mais sinon, les difficultés, c'est au jour le jour. Au quotidien. C'est au quotidien. Moi, souvent, le soleil, c'est une difficulté pour moi. Ou bien, tu as des trucs d'autres techniques que tu n'arrives pas à régler. Ça, c'est une difficulté. Mais à chaque problème, une résolution et tu passes. Donc, vraiment, je pense que c'est une bonne question. Hein, mais je ne pourrais même pas dire. Parce que autant, tous les jours, j'ai un problème. Vraiment, tous les jours, j'ai un problème. Je peux arriver le matin, je suis prêt, tout ça et tout. Mon groupe électrogène n'arrive pas. Voilà un problème.
Voilà, je suis là. Ou bien je commence en retard. Voilà un autre problème encore. Tu vois, non? Du coup, j'ai une question. Comment on gère le stress? Comment on arrive à gérer? Bon, moi, par exemple, moi, j'ai ma méthode. Mais toi, par exemple, comment toi, tu arrives à gérer le stress? Je t'avoue, je suis plus stressé maintenant qu'avant. Oula. Et ça, c'est grave. Moi, je parle vraiment dans le mauvais sens Oula. de la chose. Non, parce que, je sais pas comment t'expliquer, mais, tu sais, avant, je pense que j'avais encore plus de tout ça et tout. Le stress, ça, même, ouais, c'est même pas mon problème. J'ai dit, je veux... Tu vois, mais à un moment, tu te retrouves dans ton travail, surtout quand tu fais beaucoup de travail commercial, là. Tu as une zone de confort bizarre. Donc, dès qu'il y a un autre projet qui vient, Mais moi, la plupart du temps, ça se calme lorsque le projet débute. C'est plus pendant la préparation que je stresse. Ok, je vois. C'est juste pendant la préparation. Dès qu'on a fait la première journée, c'est fini. Ça, c'est plié, quoi. Ok. Parce que, bon, comme je le dis, hein, moi, dans mon langage à moi, je fonctionne en cabri mort. Donc, du moment où ça a commencé, là, on est déjà là. Mais avant, c'est là où c'est un peu stressant. Parce que chaque jour, tu as des choix à faire. Et puis, tout le temps, le choix est limité. Globalement, tu vas dire, ah non, mais choix artistique, c'est rentrer à gauche, à droite, mais c'est l'argent. Tout à fait. Faut pas exclure ce détail. Hein. C'est l'argent qui, voilà. Si la production te dit, voilà. Maintenant, toi, ça dépend de ta motivation personnelle où tu veux aller. Si tu peux faire plus avec les moyens que tu as, moi, je me dis, s'il faut faire plus avec les moyens que j'ai, il vaut mieux en faire que de ne pas en faire, quoi. Et à faire, parce que souvent, tu te retrouves avec des personnes qui ont toujours ces excuses de te dire, ah non, je n'avais pas trop de moyens sur ce projet. Ça, c'est, voilà. Ouais, je vois. Ça, c'est l'excuse. Ouais. Voilà. Mais, je te donne ça. J'essaie toujours de faire un peu plus, quoi. Ok. Mais ce qui me stresse surtout, c'est La préparation. Comment je vais avoir plus avec ça. Et après, dès qu'on commence à tourner, bon, le sujet, on n'en parle plus, quoi. Je vois. Est-ce qu'il y a, par exemple, parmi tous les projets sur lesquels tu as travaillé, le projet qui est ton coup de cœur, où tu sais que c'est vrai que c'est difficile avec ton autocritique. Mais par exemple, le projet sur lequel tu sais que tu as performé, par exemple. Bon, je pense que bon, voilà, comme je te disais, c'est la création originale 52, là. En fait, avant de commencer sur le projet, j'ai essayé de faire un reset dans ma tête, en fait. Ok. De prendre tout comme un apprentissage, prendre le temps, je sais pas, en préparant ça, j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé d'autres films, tout ça et tout. En fait, voilà, pour moi, hein, j'ai pas encore, je vais voir au résultat, hein, tout le monde doit le voir et puis bon, ce sera vrai ou faux, mais pour moi, je pense que c'est le projet où j'ai beaucoup pris de recul par rapport à mon travail, par rapport à ma manière de travailler aussi. Okay. Du coup, on revient à cette question-là. C'est quoi ton processus créatif? Mon processus créatif vient beaucoup de ce qui a été fait. Okay. Voilà, de ce qui a été fait par toi ou par d'autres? Pas d'autres. Ok. Ça, c'est clair parce que je garde toujours cette phrase quand je travaillais dans une boîte de pub, Intuition Draft, de la DG, et puis souvent elle organisait des formations, tout ça avec d'autres agences qui étaient à l'extérieur en France et tout. On dit non, les roues d'une voiture là, ça roule. Même si tu as changé la forme là, c'est une roue, c'est une roue. La roue là, ça va jamais s'envoler. Ouais. Tu vois, non? Donc on ne change pas les roues. Tu vois? Maintenant, le style de roue que tu veux, voilà, tu vas pouvoir, mais ce sera basé toujours sur une roue. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est de voir tout ce qui a été fait, en tout cas le maximum. Au moment où je sais ce qui a été fait, il y aura toujours une ouverture pour ce qui n'a pas été fait. Ok. Mais si tu es un gars, tu ne regardes pas les travaux des autres, à la fin, des fois, tu vas te réveiller. Ah non, c'est l'idée du siècle, mais ça a été déjà fait. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment ça, quoi. Dès que j'ai un truc à faire, je fais des recherches. Je fais ce qu'on appelle de la pige. Donc voilà, et j'ai investi dedans en plus. Par exemple, pour la pub, il y a un site où il y a une grosse banque de données. Ça coûte quand même un peu cher,
Mais voilà, j'ai un abonnement, donc si on me dit par exemple, ah non, tu vas faire une pub sur de la boisson, ben, je vais regarder beaucoup de pubs de boissons. J'ai fini ça, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je ne vais pas faire. Tout à fait, je vois. Voilà. Ne pas... Ou bien je sais ce que je vais faire, qui était mon idée, mais qui a été déjà fait, mais je sais que je peux faire Et sans être... sans être forcément, sans avoir forcément copié. Voilà, sans avoir forcément copié, mais bon, quand même, tu as plusieurs influences et puis tu sais répartir tes projets, quoi. Parce que si tu vas en roue libre, mais forcément, devant, tu vas voir que on va te dire un jour, tu vas copier le travail de quelqu'un. Ah non, je l'avais jamais vu, mais c'est normal. Ouais. Je ne sais pas comment on fait, mais on a tous les mêmes idées. Hein. Ouais, Ouais. Donc, il faut toujours partir voilà, des expériences de ceux qui ont fait. Et puis, des fois, si c'est trop compliqué, bon, je pose la question à des gens, quoi. Je fais, non, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Dans le domaine de l'audiovisuel, Mhm. il y a un truc qui est en train de se diviser. Bon, je vais pas dire diviser. Je vais dire, il commence à avoir, d'une part, par exemple, des créateurs de contenu, Mhm. tu vois, et d'une autre part, les cinéastes, Mhm. tu vois. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ces deux domaines d'activité? Bon, c'est pas de ces deux sous-domaines. Ouais, c'est deux choses. Ouais. Bon, moi, tu sais, au départ, bon, écoute, si tu es en mode cinéaste, tout le temps, tu te dis, bon, ok, tu auras un certain langage, tu te dis, ben, attention, ceux-là détruisent quand même des métiers, bon, voulant tout faire et tout. Mhm. Mais on finit tout à sa place. Parce qu'il y a un truc, moi, que j'ai remarqué et puis qui m'a, je sais pas si on va te dire, qui m'a donné espoir ou bien qui m'a fait comprendre que à un moment là, que tu crées des contenus là, si ça évolue et quand ça évolue, quand ça va grandir, Mhm. tu es obligé de te professionnaliser Tout à fait. et de chercher des chemins. Ouais. Et tu auras des équipes, tu vas voir l'évolution, ils auront des équipes derrière, tout ça et tout. Ça va totalement changer. Et ça, il y a plein d'exemples, ça soit. Donc, ça reste des débuts, quoi. Donc, voilà, c'est plutôt de la graine à arroser Ok. que Ok. plutôt d'être critique. Mhm. C'est vrai que des fois, tu te dis, bon, ouais, mais avec tout ce truc-là, c'est sûr que ça vole des marchés, les gens, ils font des... Non, à un moment, bon, le développement de l'homme en général fait qu'à un moment, il ne sera plus à ce stade-là. Mhm. Et voilà, soit il évolue, bon, soit quelqu'un d'autre se fera mieux et puis il va évoluer à sa place. Donc, à cette question, bon, moi, il n'y a rien à dire. Ok. D'ailleurs, à un moment, tout va se rejoindre. Donc tu penses que la fin, c'est le cinéma, le début peut être la création. Ouais, ce sera pas forcément du cinéma, et ce sera du cinéma, peut-être de la télé, ou bien, je sais pas, des documentaires, peu importe. Mais tu vas voir que toutes les créations là, bon, moi, peut-être ce que je déplore actuellement, c'est qu'il y a des gens qui font des vidéos, voilà, les youtubeurs là, ah ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de telle caméra, tout ça et tout. Ils racontent que des trucs commerciaux. Mhm. N'achetez pas ci, n'achetez pas ça. Oh, gars. En fait, si tu étais expert dans le domaine et que tu n'avais pas de poste sponsorisé, de toute manière, il y a un marché. Tu ne Oui. peux pas dire qu'il n'y a pas un marché parce que même les fabricants sont conscients du marché. C'est pour ça qu'il y a un certain type de caméras qui existent aujourd'hui. Mhm. Tout le monde fait des caméras pour des créateurs de contenu, que ce soit Canon, Sony, même Red dans le dernier modèle. Ah non, on crée des caméras pour les professionnels. À la fin, ils se sont retrouvés à créer des caméras pour les créateurs de contenu. Mhm. Et qui passent, ah non, mais ouais, tu vois, les créateurs de contenu se sont mis à faire de la lumière. Et de la grosse lumière, un peu de LED derrière. Ah non, mais voilà comment il faut installer son bureau, tout ça et tout, tout, tout. Mais à la fin des temps, là, tu sais, même si les moyens sont petits, il y aura une évolution. Sinon, bon, il y a même des gens qui travaillent avec le téléphone, TikTok et tout, et puis voilà, qui ont... Ça ne va rien changer à ce que les gens veulent des films. Mhm. Ouais, il y a des gens, ils vont essayer de faire des mini-films et tout, qui ne ressemblent pas à des courts-métrages qu'on connaît, mais bon, voilà, qui ont un public cible. Mais par évolution, souvent, ça tend vers le cinéma parce que voilà, ça reste une grosse industrie et puis bon,
le contenu est aussi sa propre industrie. Et puis voilà, à la fin, soit ça se rejoint, soit ça diverge. Ok, je vois. Ok, donc on a à la fin de notre podcast. Donc je le disais, j'ai été très honoré de t'avoir reçu, surtout pour un premier épisode. Donc on arrive à la dernière question qu'on entend généralement dans la plupart des podcasts. Et c'est, j'avais un conseil à donner par exemple. Donc on va donner à 3 types de personnes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va donner un conseil à par exemple celui qui est dans le cinéma et qui a envie de laisser, qui a envie d'arrêter, par exemple. Et deuxièmement, pour quelqu'un, par exemple, qui vient d'avoir le bac, par exemple, qui a envie de rentrer dans le domaine de la production, dans le domaine du cinéma. Et troisièmement, pour quelqu'un qui hésite. Oh, bon, pour celui qui hésite là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui dire. Hein. Mais par contre, pour les deux, Qui veut abandonner, c'est lui qui... celui qui veut abandonner, moi, je dis toujours, aujourd'hui, on a le droit d'essayer tout ce qu'on veut. Hein. Donc, s'il y a besoin d'abandonner, il faut abandonner. Non, ça, je suis clair là-dessus. Et celui qui veut se lancer, qui se lance, mais voilà, qui sache qu'au bout de chaque résultat, il y a un effort. Et à chaque moment, comme je le dis toujours, ouais, on va tous rentrer au même moment dans quelque chose. Mais celui qui va perdurer, c'est celui qui aura fait vraiment beaucoup plus d'efforts, qui se sera surpassé. Je pense que c'est une loi d'évolution très précise en fait. Parce que, et moi, pour moi, il n'y a pas forcément, bon ouais, ça va être cliché et tout, mais il n'y a pas forcément d'échec. Parce que comme je dis là, quand moi je suis entré à l'école, j'ai vu des gens abandonner l'école. Mais c'est vrai, ça ne correspondait pas, c'était trop dur. Nous-mêmes, à un moment même, c'était dur pour nous. Tu vois, ouais, il arrive que, ouais, j'appelle ma maman. Ah non, moi je vais arrêter. Hein. L'histoire là, c'est une trop dure, on ne dort pas. Pourquoi? Tu es encore à l'école, tu ne dors même pas, tu n'as même pas payé pour ça. Tu vois? Ouais. Et elle m'a dit un truc simple, hein, c'est tout ce que tu as voulu faire. Donc, bon, écoute, tu es là, donne-toi les moyens. Et puis, il y a une chose, mec, qui a résolu. C'est-à-dire, tu es à l'étranger, non? Et à Abidjan, qu'est-ce que tu entends généralement? Ah non, mais il y a tel artiste qui ne se sent pas bien, il faut faire SOS. Et tu vois même, bon, à part certaines personnes, moins que je connaissais, mais il y a plein qui n'arrivaient pas à vivre de ça. Donc, si c'est pour faire, voilà, pour être, je peux dire, bon, si c'est pour être un peu médiocre et puis rentrer et puis venir subir la même souffrance, bon, vaut mieux aller loin et puis voir ce que ça va donner, puisqu'il y a des gens qui arrivent à vivre de ça. Ouais. Donc, c'est vraiment faire les efforts. Vraiment, quand tu commences, fais les efforts, te fixer, pas des limites, mais te fixer des objectifs, te dire, ah, moi, je vais atteindre tel niveau, et puis maintenant, tout faire, quoi. Je sais pas comment tu vas faire. C'est comme toujours, il y a un gars, il parle beaucoup, il est super convaincant, et puis, au finish, il suffit, il est populaire, et puis il y a celui qui dit, ah non, mais moi, je suis timide. Tu vois, et moi, c'était un peu ça. Je dis, ah non, mais moi, j'ai arrêté très vite de faire l'homme mystérieux parce que dans le mystère se trouvait ma pauvreté future. Ma pauvreté future, c'est-à-dire, bon, tu vas pas travailler, bon, tu vas vivre de quoi? Donc, j'ai arrêté d'être mystérieux. Ah ouais, genre, ah non, mais moi, je suis timide, je parle pas. Non, j'ai dû parler. Et maintenant, mais je parle trop. J'ai dû parler, j'ai dû aller vers les gens. Ah non, mais moi, je suis pas social, tout ça, je suis pas sociable. Tout. Ouais, bon, continue de donner des gens. Je suis pas ci, je suis pas tant. Ça va te montrer ce que tu veux voir à la fin, quoi. Donc, quand tu veux accomplir quelque chose, accomplis. Si tu veux abandonner, abandonne bien. Ça, c'est... je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut te donner. On va pas te demander pardon pour revenir, parce que c'est déjà dur, c'est dur partout. C'est dur partout, tu vois. Et voilà, récemment, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui travaillent dans de la mine. Mais bon, un métier sur le soleil, géologue, bon, ils sont sur le soleil toute la journée. Des fois, il y a des serpents, des fois, il y a des moustiques tout le temps, des fois la nuit, tout ça et tout. Mais s'ils n'aiment pas le métier, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi là? Bon. Faut aimer la chose et puis tu travailles. Ouais. Et même boulanger doit se réveiller à 4 h du matin. Tu veux quoi? C'est le boulot. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce que j'aurais à dire, quoi.
faut vraiment vouloir faire quelque chose et puis aller jusqu'au bout, quoi. Ok. Donc, merci pour ces conseils. Non, mais merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast ou d'avoir regardé ce podcast qui est Create. Donc, on est au premier épisode. Je ne sais pas d'où vous le regardez, vous l'écoutez. Peut-être que vous le regardez sur YouTube ou vous l'écoutez sur Apple Music ou Spotify. Ça dépend d'où vous êtes, mais je tiens à vous dire merci. Et que ce soit un like, un partage ou un commentaire pour donner votre avis. Et je pense que ce podcast-là ou cet épisode-là va édifier quelqu'un ou va instruire quelqu'un comme moi, ça m'a instruit. Donc, merci à vos créatifs ou non créatifs ou personnes qui désirent être créatives. Et bonne suite ou bonne fin de journée à vous.